Merci d'être resté pour entamer le débat sur le film, enfin de parler du film et de ces espèces-là. Peut-être un petit mot sur toutes les circonstances du film, comment vous avez comment vous avez travaillé ensemble, etc. C'est ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, donc sur ce film, en fait, on n'a pas vraiment travaillé ensemble. Laurent était sur les forêts et moi j'étais dans le sud de la France. Il y a des forêts dans le sud de la France d'ailleurs. Non, en fait, les circonstances du film, voilà, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est un programme européen qui avait été lancé à la suite de la découverte de cette colonie qui s'est révélée être la plus importante de tout le pourtour méditerranéen français. Et c'est une espèce qu'on surveillait de près, car vraiment en difficulté dans toute l'Europe. Et du coup, avec le parc de Camargue, dès qu'on a découvert cette colonie, donc il a été lancé donc ce programme européen qui permet d'avoir des financements assez importants et de lancer des vraies mesures de conservation avec de l'étude assez poussée sur cette espèce pour mieux la connaître et donc mieux la protéger. Alors c'est l'équipe avec qui je travaillais, donc le groupe Chiroptère de Provence en fait travaillait pour à ce moment-là donc sous contrat avec le parc de Camargue, et en fait ça faisait quelques années que lors des captures il y avait des femelles allaitantes qui étaient capturées sur leur terrain de chasse et la colonie jamais trouvée en fait. Et en fait, il y a des techniques qui se sont mises en place durant les années 2000, qui sont en fait des petits émetteurs radio qu'on peut coller sur le dos des chauves-souris. Et ensuite, toute la nuit, on les traque et elles nous emmènent jusqu'à leur gîte ou sur leur territoire de chasse, etc. Et donc, en fait, on se sert d'elles pour en savoir plus sur elles et surtout découvrir leur gîte. Et ce gîte a été découvert comme ça. Et du coup, voilà, après, une fois qu'on a le signal sur une maison, on va voir les propriétaires et on essaye de rentrer dans les combles, etc. Et puis découvrir ces colonies qui s'avèrent parfois assez importantes. Et c'était le cas pour celle-ci. Voilà. Donc voilà. Et donc avec le programme européen, il y avait aussi tout un volet communication, dont la réalisation d'un film documentaire qui m'a été confié. Et voilà, et donc pendant 4 ans, j'ai pu travailler dessus, à l'écriture, à la préparation technique, parce que ça a été très lourd au niveau technique, et puis après à l'immersion dans la colonie pour capter tous ces moments très intimes que les chauves-souris nous cachaient avec... si je peux me... Est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon. Si je peux me permettre de compléter, en fait, ce que ne révèle pas le film, mais peut-être que vous en êtes rendu compte si par moment vous êtes interrogé sur ce que sont ou qui sont les chauves-souris, c'est des vrais fantômes, c'est des animaux qui sont totalement inaccessibles, qu'on aperçoit uniquement par une ombre à la tombée de la nuit, et on ne sait rien d'autre. Et c'est vrai que du coup, réussir à aller de manière non intrusive dans les colonies pour savoir exactement ce qui s'y passe, ça relève du vrai défi. Pour le naturaliste déjà, qui est amené à les étudier, à les suivre dans le temps, c'est déjà très compliqué. Et pour tout vous dire, à chaque fois que moi je revois ce film, je ressens toujours autant d'émotions parce qu'on est vraiment en immersion totale, et à la fin, enfin, j'imagine que pour vous ça fait la même chose. Maintenant vous savez tout sur le grand rhinolophe. Le grand rhinolophe, vous en savez autant que sur n'importe quel animal domestique qui se promène dans la rue, parce que là on arrive à être en immersion totale à l'intérieur du gîte, à suivre cette femelle grand rhinolophe dans toute son évolution jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même maman. Et toutes ces images-là, vous voyez, par exemple, la naissance d'une chauve-souris, moi, j'en ai jamais vu. Sauf à travers les images qui nous sont présentées dans le film. Donc, en fait, l'une des grandes qualités de ce film et du travail de Tanguy, c'est de réussir à se mettre à l'intérieur des gîtes et à observer ces animaux sans
le moindre dérangement. C'est-à-dire qu'en fait, ces animaux ne savent même pas qu'elles sont observées. Ou disons qu'elles le savent un tout petit peu, mais la manière dont Tanguy s'y prend entraîne le fait que du coup ça ne les gêne pas du tout. Et je me permets juste de rebondir sur un point. Du coup, en ce moment, on est en train de travailler sur un film documentaire ensemble qui va plutôt parler de forêt notamment, mais pas que. Et c'est assez impressionnant de voir la manière dont Tanguy fonctionne, puisque il installe tous ces dispositifs et à la fin, on est mis à l'écart et en même temps en immersion. Quand je dis qu'on est mis à l'écart, c'est que les caméras sont présentes, mais nous, on est loin des caméras qui, elles, fonctionnent un peu toutes seules, et c'est à distance qu'on arrive à les contrôler pour voir ce qui se passe. Et là, nous sont révélés des secrets absolument incroyables sur la vie de ces animaux. Oui. Donc voilà. Après, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est aussi, si vous avez des questions sur les chauves-souris, sur le film, il y a un micro qui tourne dans la salle. Bonsoir. Non, ça marche pas. C'est ça. Bonsoir. Merci parce que c'était incroyable. J'ai découvert beaucoup de choses et effectivement la naissance de la petite chauve-souris c'était incroyable. Et moi j'avais une question par rapport au son parce que je pense que dans la nature on les entend pas crier. Donc oui, vous avez fait comment pour En fait, l'idée dans le film c'est que autant on voyait dans l'invisible, parce qu'en fait, quand on voit les chauves-souris, il faut savoir que moi, je suis dans le noir complet. Donc, on voyait au-delà de la lumière. Et pour le son, c'était pareil. J'avais pas envie de m'arrêter au son audible que nous, on est limité en fait dans le son. Le son, il y en a avant qu'on entende et après qu'on entende. Donc, il y a les infrasons, il y a les ultrasons. Et donc, j'ai utilisé des micros conventionnels, ainsi que des micros, des détecteurs d'ultrasons qui me retransmettaient en fait l'ultrason de la chauve-souris. Et donc après on a mixé les deux de façon justement à montrer que le son il va bien plus loin que ce que nous on entend. Voilà, c'était l'idée. Et pour compléter, du coup, ces appareils-là, c'est des appareils qu'on utilise beaucoup pour étudier ces animaux. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen, justement, de pouvoir les inventorier en les écoutant, de manière à comprendre, enfin déjà à savoir quelles espèces sont présentes dans le milieu, puisque chaque espèce a un petit peu sa signature acoustique, mais en plus de ça, d'aller très loin dans l'étude du comportement des animaux. Parce que prenons le cas d'une chauve-souris qui est en système complètement ouvert, il va émettre un certain type de cri pour se mouvoir dans l'espace en ayant un reflet, quelque part une image des objets qui se trouvent en face de lui. Et lui, il va analyser chaque écho relatif à chaque cri pour se dire je suis à telle distance de l'objet, je sais que c'est plutôt un arbre, un arbuste, une maison, un bâtiment. Et au fur et à mesure qu'il va se rapprocher de l'obstacle, il va avoir un retour d'écho qui va être de plus en plus rapide, qui va lui indiquer qu'il se rapproche de cet obstacle. Et si parmi ces obstacles se trouvent notamment des proies comme des insectes, et du coup il est capable d'analyser l'information pour localiser la proie, pourquoi pas engager une poursuite, parce que bien des proies arrivent à détecter les cris des chauves-souris, la nature étant bien faite. Voilà, c'est un peu, vous voyez, les contre-mesures inventées par la nature, c'est de doter certains insectes de la capacité d'entendre ces chauves-souris, et donc de réagir par une réaction de fuite. Et l'animal, en permanence, recale son écho-sonar pour être en mesure d'aller capturer la proie quand même. Voilà. Et donc du coup, tous ces matériels-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'appuie beaucoup dessus pour les inventaires, pour les études de comportement, en complément surtout quand on n'a pas le matériel que Tanguy a à sa disposition et qui permet de faire les images extraordinaires que vous avez vues là. Mais donc il y a tout un tas de modes dans on va dire l'analyse acoustique des chauves-souris qui nous permettent de travailler en milieu naturel ou après coup sur des séquences qui sont enregistrées pour aller à l'identification. Alors
Pour finir avec les insectes, alors c'est vrai qu'ils ont développé un système pour entendre les ultrasons et puis soit fuir ou soit tomber au sol pour pas se faire manger. Mais la barbastelle, tu me dis si je me trompe, hein, a justement, elle, compris ça. Et du coup, au fur et à mesure qu'elle se rapproche du papillon, va faire en sorte que son ultrason soit moins fort, de façon à faire croire au papillon qu'elle est encore loin. Et du coup, elle va pouvoir l'attraper comme ça. Elle va le berner à son tour. Voilà. On avait une question en français. Pardon, oui, bonjour, ça marche. Ouais. Bonjour. Bonjour, oui, Lou Garcin. C'est vrai que c'est passionnant de vous entendre évoquer à la fois les techniques cinématographiques, documentaires, autour de l'acoustique, même de l'acousmatique de la chauve-souris et des techniques que la nature peut inventer. Vraiment, merci beaucoup même d'avoir pu produire ce type d'image, même avec une certaine poésie qui vient par la musique. Vraiment, le film est très intéressant, mais j'aurais voulu revenir sur une autre partie technique qui était vraiment autour du fond, qui a apporté, donc, qui a rendu possible ce document, mais également son impact. Aujourd'hui, vous en parlez un peu dans le film, et on a 10 ans de recul, quasiment, entre les décisions qui ont pu être prises grâce à vos documents et au travail scientifique. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des instruments de mesure de l'impact des décisions qui ont été prises à ce moment-là ? Alors, malheureusement, moi, juste après le film, j'ai quitté la structure dans laquelle j'étais. Et du coup, j'ai pas fait un suivi pointu de l'impact du programme. Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, il y a eu le programme a vraiment été assez large, et on a travaillé aussi bien avec des éleveurs de taureaux. Faut savoir que le bétail, et que ce soit les chevaux aussi, enfin tout ce qui est équin, mais aussi bovin, etc., sont souvent traités avec une molécule qui s'appelle l'ivermectine, qui est donc un traitement vermifuge, et qui en fait est très rémanent dans les bouses et les crottins, et qui tue en fait la faune coprophage, dont se nourrit de nombreux oiseaux et aussi de nombreuses chauves-souris. Et donc ces éleveurs qui ont voulu, volontairement voulu arrêter ce traitement, par exemple, ça s'est révélé très positif à tout point de vue. D'une part parce que sur leur pâture, en fait, ils ont gagné en surface de pâturage, tout simplement parce que les bouses qui étaient traitées ne se dégradent pas, et donc c'est de la surface pâturée en moins, alors que les bouses non traitées se dégradent très vite et en plus enrichissent la terre. Ensuite, au niveau pareil, parce qu'ils font du taureau, donc c'est pour la viande, vu que les animaux étaient moins manipulés pour les traitements, ils étaient moins stressés, et du coup la viande plus tendre, et au niveau des restaurateurs, c'était aussi très positif. Donc là, par exemple, c'est un exemple sur cette étude-là. Ensuite, au niveau routier, il y a des études qui ont été mises en place, des tests qui ont été mis en place pour essayer d'enrayer cette mortalité, surtout sur les points noirs, en fait, c'est-à-dire les zones de croisement entre les chauves-souris et les voitures. Donc ce qui a été mis en place, c'est des bandes rugueuses avant ces points noirs, et ça s'est révélé plutôt positif aussi. Je ferai juste un petit bémol du fait que en fait, on a testé sur cette zone-là, mais en fait sur tout le réseau routier français, en fait, il y a énormément de points comme ça. Du coup, voilà, on sait que c'est possible, on sait qu'on peut faire ça pour faire en sorte que l'animal qui arrive entende en tout cas un changement de fréquence qui fait que, parce que quand la voiture passe sur la bande rugueuse, ça émet à telle fréquence. Hein, ceux qui construisent les routes savent faire un goudron avec une sonorité très particulière. Et du coup, l'idée c'était de dire à la chauve-souris, attention, une voiture arrive, ne traverse pas. Et donc voilà. Mais voilà, donc on sait que ça marche, mais par contre, le faire sur tout le réseau routier français, c'est pas possible. Donc en fait, le problème reste quasi entier. Donc voilà. Et je suis désolé par rapport à l'ensemble de toutes les retombées, etc. C'est que moi après, je suis parti sur d'autres activités.
Donc voilà, je n'ai pas plus suivi, désolé. Après, donc dans le cadre de tous les suivis réalisés par les naturalistes, que ce soit sur cette colonie ou ailleurs, au niveau de tout le territoire national, il y a des suivis qui sont réalisés soit en comptant les chauves-souris en hiver, comme vous avez pu le voir dans le film, et puis il y a aussi les suivis dans les colonies. Il y a aussi les suivis acoustiques, on en parlait tout à l'heure, on peut utiliser des appareils qui, de manière automatique, enregistrent les sons année après année et nous donnent des bons indicateurs. Et en fait, on a 2 images. Il y a une image sur certaines espèces ou dans certaines régions qui nous montre que les chauves-souris sont toujours très fragiles, qu'il y a 1 ou 2 espèces qui continuent à chuter, voire à s'effondrer. C'est le cas de certaines espèces d'ailleurs qu'on peut trouver un peu en ville. C'est l'un des paradoxes de tout ce qu'on est en train de faire au profit du climat. Il faut le faire, rénover les bâtiments de manière à ce qu'ils soient plus des passoires thermiques. Il faut le faire. Par contre, on a tendance à faire très propre et à plus laisser les petits interstices par lesquels passent des petites chauves-souris de la taille de notre pouce, les pipistrelles, qu'on a beaucoup, notamment en région parisienne et notamment à Paris. Donc, il y a certaines espèces qui ont des difficultés. Et puis, il y en a d'autres qui, à force de toutes les études qui sont menées et des actions en faveur de leur préservation qui sont aussi mises en œuvre, voient leurs effectifs qui remontent un peu. Et prenons le cas du grand rhinolophe. Moi, j'ai juste une anecdote. En décembre 2016, on se réunit entre spécialistes et représentants de chaque région française pour regarder à nouveau les courbes d'évolution des populations de chauves-souris. Et puis, le grand rhinolophe, c'est vrai, c'est un peu le porte-étendard de « ça va mal ». Et là, on regarde la courbe, et après 30 ans de chute, les 10 dernières années, on voit à nouveau un gain de population. Notre première réaction en tant que scientifique, c'est de se dire « on s'est trompé dans les calculs ». Sauf qu'on commence à regarder un petit peu les chiffres, et il y a parmi l'assistance quelqu'un qui représente la région Poitou-Charentes et qui nous dit « mais vous savez, chez moi, c'est vrai que depuis 10 ans, à force de fermer les gîtes pour éviter qu'ils soient dérangés en pleine période de mise bas et en même temps que les grottes soient protégées aussi pour éviter le dérangement en hiver, qui peut être rédhibitoire pour les animaux, eh bien on voit les populations qui remontent. La région voisine, Pays de la Loire, nous fait le même constat. La région Bretagne aussi. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, on a fermé les gîtes, mais en plus on a exactement comme tu l'as évoqué, Tanguy, là dans le film, on a aussi travaillé dans certains coins autour des colonies pour améliorer les habitats, pour limiter l'utilisation des ivermectines qui sont nocives pour les proies de ces chauves-souris. Et on a vu les populations remonter. Et ça, c'est plutôt un bon signe. C'est le bon signe que si on fait les efforts, si on est attentif finalement à la manière dont ça fonctionne, on peut restaurer des populations d'espèces. Par contre, il y a des efforts à faire de manière très claire. Et là, on le fait et on voit des résultats positifs dans certaines régions autour des colonies majeures. Il n'empêche qu'il faut faire le travail il faudrait faire le travail en théorie autour de toutes les colonies, de toutes les espèces. Ça, c'est un vrai défi. Mais sachez qu'il y a tout un réseau de personnes qui travaillent justement dans cette voie-là pour améliorer les situations. Alors aussi, un autre impact du programme, ça a été justement qu'on a beaucoup parlé des chauves-souris donc en Camargue. Et souvent, en fait, il y avait une appréhension de la part du public par rapport à ces mammifères, dont la propriétaire du gîte où j'ai pu filmer. Il faut savoir qu'au début, en fait, elle n'avait pas souhaité que je tourne dans sa grange. Même au niveau scientifique, elle ne voulait pas trop en entendre parler. Et puis petit à petit, en fait, on a réussi à se faire accepter, et puis petit à petit, on lui a montré un petit peu ce que c'était que le grand rhinolophe et ces chauves-souris qu'elle accueillait depuis des dizaines d'années, mais que voilà, ça ne gênait pas, c'était dans une grange au fond de son domaine. Et donc voilà, donc en fait, il y avait la sensibilisation a été très, très importante et plutôt bénéfique pour les chauves-souris. Et petit bémol par rapport à la colonie, c'est que 2 ans après la fin du film, toute la toiture s'est effondrée. Et la colonie a disparu, mais elle a été retrouvée plus loin, dans un autre gîte. Et la propriétaire sensible à cette colonie, le parc étant là pour soutenir financièrement,
plus le groupe Chiroptère de Provence qui agissait donc sur ce secteur-là, ont fait en sorte que la toiture soit réparée rapidement. Et depuis quelques temps, en fait, la colonie revient. Alors, je ne sais pas aujourd'hui à combien est l'effectif. C'est beaucoup moins que ce que vous avez vu sur les images. Mais en tout cas, voilà, le gîte est à nouveau restauré. Alors, pas complètement comme c'était, parce qu'il a été réduit suite à l'agrandissement d'une partie habitée qui était juste derrière le comble. Il faut savoir que moi, quand je filmais, j'entendais ce qui se passait dans la maison à côté. Donc voilà. Bon, bref, c'est vraiment faut vraiment être vigilant, parce qu'en fait, le fait que les chauves-souris se réunissent en grande quantité, enfin les femelles surtout, qui se réunissent donc dans des colonies pour être ensemble et mettre bas ensemble, fait que si il se passe quelque chose sur ce gîte, en fait c'est les individus de peut-être 100 ou 150 km à la ronde qui peuvent disparaître, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que quand on connaît un gîte d'importance sur les chauves-souris, c'est très important de mettre les moyens de le sauvegarder. Et surtout, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, entre guillemets, sachant que les chauves-souris sont extrêmement fidèles à leur gîte. Donc elles reviendront des dizaines et des dizaines d'années sur des gîtes qu'elles connaissent pour leur quiétude, pour leur tranquillité, pour leur qualité thermographique, etc. Petite histoire, par exemple, dans les années 98-99, j'avais fait un reportage sur des recherches paléontologiques tout en haut du Mont Ventoux. Et j'avais été appelé parce que justement dans les fouilles, ils retrouvaient en fait de nombreux ossements de chauves-souris. Et j'avais été appelé auparavant quand les spéléologues ont trouvé cette avenne, parce qu'en fait ils avaient trouvé un tunnel avec un petit peu d'air qui sortait. Il y avait un petit souffle en fait qui venait de l'intérieur de la cavité, et ça les excite beaucoup. Et donc ils font péter un peu la roche pour passer. Et quand ils faisaient péter la roche, il y avait des chauves-souris qui sortaient, et donc ils m'avaient appelé et ils avaient arrêté leurs travaux, et ils avaient attendu donc la bonne saison pour continuer. Et puis en parallèle de cette découverte, ils avaient trouvé des ossements d'ours bruns au fond de la veine, et c'est là, en faisant des recherches, qu'il y avait aussi des ossements de chauve-souris. Et sur 3000 ans d'épaisseur, il y avait des chauves-souris qui étaient présentes. Et encore aujourd'hui, c'est une très grosse colonie d'hibernation de grands murins. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, un gîte est utilisé très longtemps, extrêmement longtemps, par les chauves-souris. Alors ça peut aussi s'expliquer du fait que c'est des animaux qui sont nocturnes, qui sont très sociables, qui sont extrêmement libres les uns par rapport aux autres. Et en fait, l'hypothèse, c'est que d'être très fidèle au gîte, ça permet de retrouver en fait tel congénère ou sa colonie, alors qu'on était ailleurs. Voilà. Donc il y a un réseau de gîtes. Elles font un petit peu ce qu'elles veulent au niveau de leur déplacement saisonnier, mais elles savent qu'à telle période, en allant ici, elles vont retrouver leur congénère. Donc ça explique peut-être aussi la fidélité. C'est un peu comme quand il n'y avait pas le téléphone portable. On savait que dans tel bar, on allait retrouver les copains. Et je pense que c'est à peu près pareil. Bonjour. Je reviens sur l'aspect sonore. Étant donné qu'elles émettent tous leurs ultrasons en même temps, les chauves-souris, comment une chauve-souris fait-elle pour s'y retrouver ? Là, tu pourrais peut-être répondre un petit peu. Moi, je pense que, en fait, il y a des signatures sonores. C'est un peu comme nous. Là, si on se connaissait bien et qu'on parlait un petit peu tous, on entendrait le timbre d'une personne qui nous ferait penser à un tel, l'autre, tac, on saurait que... Donc il y a quand même quelque chose qu'elles doivent ressentir par rapport au cri. Et aussi, je pense qu'elles se servent, pour le sonar et pour la circulation en vol, etc. Moi, j'ai fait des observations qui, je pense que Laurent pourra me le confirmer, c'est que je pense qu'elles se servent des ultrasons des autres chauves-souris pour
pour se repérer. Et en fait, là, moi, je travaille sur une grotte, j'y retourne vendredi, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et c'est une très grande cavité, 25 mètres de diamètre, enfin 300 mètres de long, mais il y a une salle qui fait 25 mètres de diamètre avec 12 mètres de plafond, avec 5000 chauves-souris à l'intérieur. Et le soir, donc 2 heures avant la sortie des chauves-souris, elles vont se mettre à voler ensemble, mais vraiment tout ensemble. Et il n'y en a aucune, évidemment, qui se percute. Et surtout, en fait, je pense que tout ensemble, avec les ultrasons, elles doivent créer quelque chose de sonore, parce qu'il faut savoir qu'elles sont vraiment dans le noir complet, quoi. Et je pense que d'un seul coup, ça doit faire comme nous, avec nos yeux, on doit voir. Voilà, donc elles n'ont pas que leur ultrason, mais le bénéfice des ultrasons de tout le monde. Voilà. Il y a des études qui sont en cours là, qui démontrent chez le cachalot, par exemple, qui utilise aussi l'écholocation pour repérer ses proies dans les fonds marins, qui ont montré que, au final, les cachalots, pour repérer les calmars, en particulier les calmars géants, en réalité, ils émettent tous des clics en même temps d'écholocation qui leur donnent une image du fond marin à l'ensemble du groupe de cachalots. Et l'écho reçu d'un cachalot de son cri à lui a moins de valeur que l'écho combiné à l'écho des autres. Et ça leur donne vraiment une image de l'ensemble du fond marin. Il est probable effectivement que les chauves-souris utilisent un petit peu la même chose. Moi, ça me rappelle juste une anecdote que je raconte dans le livre Les fantômes de la nuit d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, comme vous disait Tanguy, les chauves-souris, pour les étudier, parfois on peut leur coller un petit émetteur. Moi, je leur avais collé un petit émetteur à 4 individus d'une même colonie, 4 femelles de murins nateraires qui font entre 8 et 9 grammes. Donc vous voyez, c'est quand même pas très gros. Et ces petits émetteurs font moins d'un demi-gramme, se décollent au bout d'une quinzaine de jours. Et là, on en avait 4 sur les 10 qu'on avait équipés qui étaient en train de chasser exactement au même endroit. Et on a fait une petite manip pour voir ce qui se passait. Et tout à l'heure, on vous parlait des ultrasons qui peuvent être entendus par les proies des chauves-souris. Et en fait, ce qu'on avait là, c'était 2 murins nateraires qui étaient l'un au-dessus de l'autre à seulement 1 mètre de distance l'un au-dessus de l'autre, qui étaient en vol stationnaire. Donc il faut imaginer, elles étaient comme ça, elles ne bougeaient pas. L'autre était au-dessus. Et il y en a 2 autres qui contournaient un buisson de bouleau et qui, devant elles, avaient un nuage d'insectes, de papillons de nuit qui entendent les ultrasons. Probablement que ces 2 autres chauves-souris, en émettant les ultrasons, poussaient les autres papillons, et ces papillons se sont retrouvés face aux 2 autres femelles qui attendaient en vol stationnaire. Et là, en tout cas, moi, c'est l'hypothèse que j'ai émise, c'est que les 4 chauves-souris ensemble se sont remises à émettre des ultrasons, et là, ont eu une image vraiment en 3 dimensions de l'ensemble des proies qui étaient disponibles, et elles n'avaient plus qu'à les cueillir. Et donc toutes, en réalité, elles bénéficiaient de l'écho des cris sonars des autres chauves-souris, mais en plus de ça, elles chassaient ensemble. C'était de la chasse en meute, comme on peut le constater chez les grands mammifères qui chassent en meute. Alors on a cité les cachalots, c'est le cas des orques, c'est le cas des loups, c'est le cas des lionnes quand elles chassent, quoi. Et du coup, là je rebondis juste sur un autre élément, c'est ça qui est perturbant avec ces animaux, c'est que dans leurs interactions sociales, dans leur manière de vivre, à chaque fois on pourrait être amené à les comparer au comportement d'autres mammifères avec un grand cerveau, comme peuvent l'être les grands primates, les éléphants, comme je viens de le dire, tous les prédateurs qu'on connaît. Donc c'est ça aussi qui est assez incroyable avec ces petits animaux de quelques grammes seulement, quoi. C'est pas la taille qui compte. Hein. Quoi, ce n'est pas la taille qui compte, en effet. Juste pareil, une anecdote qui montre un peu, parce que je vous ai parlé de la fidélité au gîte, mais il faut savoir que les chauves-souris sont aussi des animaux qui vivent très longtemps. Donc le grand rhinolophe, je crois que c'est 41 ans maximum connu, et il était encore vivant. Et pareil, on avait mené une étude en 2005-2006 sur le petit rhinolophe, et on avait fait des bagages de la femelle et aussi de son jeune. Et puis on avait fait, grâce aux caméras, donc on avait observé les comportements sociaux qu'il y avait entre les 2 individus, mais aussi au sein de la colonie. Et puis après, au fil des années, on a fait un suivi des gîtes avec le repérage des bagues. Voilà. Et une fois, j'ai photographié en fait 2 individus qui étaient bagués côte à côte.
Et puis, donc c'est des bagues qui étaient avec code barre. Donc, on avait au bureau le listing des bagues. Et en fait, en rentrant au bureau, je regarde la photo, je regarde les bagues. Et j'avais en fait la femelle adulte qu'on avait baguée 2 ans auparavant. Et à côté, en fait, c'était sa fille de 2 ans, qui était donc à 10 cm d'elle. Et chacune avait un bébé. Donc ça veut dire qu'en fait, il y avait la sœur de la fille de 2 ans, mais il y avait aussi la petite fille de la mère. C'est ça? Ouais, oui. Voilà, enfin, bref, elle était grand-mère. Ça devient vite compliqué, la généalogie des chauves-souris. Hein. Mais en fait, voilà, 2 ans après, la mère et sa fille étaient encore ensemble et constituaient donc la colonie. Et ça, c'est juste un petit exemple, une toute petite fenêtre qu'on ouvre sur leur mystérieuse vie. Mais on peut imaginer très bien que enfin voilà, c'est ce qui nous excite clairement depuis une trentaine d'années sur ces mammifères-là, c'est que on n'arrête pas d'en découvrir, quoi. C'est juste incroyable. Et puis ça va chercher chez nous. Ça, comme tu parles là des grands mammifères et tout ça, chez cette petite bête, c'est incroyable tout ce qu'on peut découvrir au niveau social, au niveau biologique, au niveau voilà, quoi. Bonsoir. Oui, fascinant. Oui, bonsoir. Merci pour ce beau film. Et puis j'ai une question, vous avez déjà un petit peu répondu, mais je voulais savoir si les gens qui habitaient la maison où il y a ce gîte là, est-ce qu'ils avaient conscience qu'il y avait des chauves-souris là? Est-ce que c'est un espace où ils pouvaient potentiellement aller chercher, je ne sais pas quoi, des affaires rangées, ou est-ce que les chauves-souris, elles acceptent qu'il y ait des humains qui passent en bas de leur zone d'habitat, si je peux. Alors les propriétaires étaient conscients connaissaient les chauves-souris. La colonie était donc dans une grange. Elles étaient à l'étage de la grange. Le bas, en fait, les propriétaires utilisaient la grange pour mettre les tracteurs, les voitures, etc. Donc c'était plus un espèce de garage. En haut, en fait, ils avaient arrêté de l'utiliser. Et donc, je crois qu'ils arrêtaient de l'utiliser par rapport aux chauves-souris, tout simplement, depuis des dizaines d'années. Hein. Par contre, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment conscience de l'importance de cette espèce. Et voilà, donc c'était pour eux, voilà, les chauves-souris. Mais quand ils ont compris qu'ils avaient quand même l'une des colonies les plus importantes de tout le pourtour méditerranéen français, voilà, ça a donné de la valeur à leur geste de conservation qu'ils faisaient tout naturellement, en fait. Donc voilà. Et puis je crois qu'il y avait une deuxième partie de question, non Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir est-ce qu'il y a son père, parce que la chauve-souris, elle a un papa et, je sais pas. Alors, ça encore, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on découvre un peu, mais encore une fois, hein, on est dans la nuit, on arrive à mettre des petits coups de projecteur sur des individus, etc. Le rôle du père, en fait, il est là au début, hein, pour les accouplements, etc. Mais après, au niveau littérature, ce qu'on peut lire, c'est que le mâle, en fait, va sur d'autres territoires que les femelles, et les femelles se rassemblent uniquement entre elles. Bien que moi, je trouve que dans mes images, c'est régulier que parmi les individus, je vois des mâles. Alors, voir un mâle chez les chauves-souris, c'est facile. Hein. S'il a un zizi, c'est un mâle. Donc, c'est assez facile à l'image de voir ça. Et donc voilà. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est pas hyper clair, c'est pas hyper tranché. Si les mâles sont vraiment éjectés de leur colonie. Éjecter des colonies de femelles ou pas. Et puis quand je parle d'éjecter, c'est un grand mot, voilà. Mais alors il y a une anecdote qui est que c'était pareil dans les années avant 2000. On menait un inventaire tout en haut du Mont Ventoux, encore une fois, et en plein été, on n'avait capturé que des mâles dans les hautes altitudes. Voilà.
Et certainement que eux trouvaient là-haut ce qu'il fallait pour manger, mais aussi pour dormir et se mettre en léthargie le jour pour ne pas dépenser de l'énergie. Alors que les femelles, elles vont chercher plutôt des endroits où déjà il y a de l'eau pas trop loin, où il y a des insectes assez en abondance et surtout des températures plutôt clémentes, que ce soit le jour comme la nuit. Alors qu'en haut du Mont Ventoux, la nuit, évidemment, il faisait plus froid. Donc voilà, il y a une espèce de partage de territoire comme ça qui doit se faire. On ne sait pas trop. Laurent, je sais qu'il a pas mal étudié une espèce et dont le rôle du mâle, en fait, tu peux en parler. Ouais, selon l'espèce, c'est vrai qu'il y a moi l'autre espèce, je pense à laquelle tu penses, c'est le Murenbechstein. Donc lui, c'est là aussi une toute petite chauve-souris, bien plus petite que le grand rhinolophe, et qui a la particularité, une fois que le mâle a l'âge adulte, d'être éjecté de la colonie. Et puis on ne le revoit plus. Il est isolé, souvent tout seul, dans le paysage forestier. Et puis la rencontre ne se fait qu'à l'automne, quand les mâles et les femelles se rencontrent pour s'accoupler à ce moment-là. Mais ça se limite uniquement à cette rencontre. Et puis il y a d'autres espèces, comme le disait Tanguy, on sait maintenant chez quelques espèces qu'il y a des comportements de rassemblement de mâles qui vraisemblablement les mauvaises années, quand les printemps sont un peu pluvieux, qu'il ne fait pas très beau, alors ça c'est peut-être en train de changer en ce moment, mais ces mâles sont éjectés des meilleurs territoires pour laisser la meilleure capacité aux femelles de se nourrir et de nourrir leurs jeunes. Et donc, ils se retrouvent notamment en zone de montagne, dans les zones d'altitude qui sont souvent moins propices, parce qu'il fait plus frais, parfois il pleut, et donc c'est des endroits qui sont plus difficiles pour trouver la nourriture. Donc on commence à avoir ce type d'informations-là qui nous renseigne sur la manière dont fonctionnent les groupes. Et puis, malgré tout, les mâles, par moment, ils aiment bien quand même s'associer. Tu parlais des bons copains qui vont au bar. Moi, je me souviens juste de 2 mâles que j'ai capturés un jour dans un filet. Alors on utilise des filets comme peut-être que vous avez vu dans des films documentaires, comme pour les oiseaux. Donc c'est des filets avec des mailles assez fines, des fils très fins, comme du fil de couture. Et puis les chauves-souris se prennent dedans, et nous on vient les récupérer pour les examiner, ensuite on les relâche. Et là, à un moment donné, dans un de mes filets, il y avait 2 mâles qui étaient l'un à côté de l'autre, à 20 cm l'un de l'autre dans le filet. Je les équipe et je les relâche. Ils étaient sur le territoire d'une colonie de femelles, et ils étaient toujours à distance des femelles qu'on suivait en même temps, mais ils étaient jamais éloignés de plus de 50 mètres l'un de l'autre. Et à chaque fois, ça arrivait même régulièrement en début de soirée et puis au petit matin avant le retour au gîte, mais ils étaient souvent très très proches l'un de l'autre, mais ils dormaient jamais ensemble. Ça donnait un peu l'impression qu'on avait affaire à 2 bons copains qui, la journée, dormaient proches l'un de l'autre, mais pas tout à fait ensemble, et puis le soir, alors que la nuit tombait, là, ils ressortaient et ils allaient un petit peu se rencontrer, ils papotaient un petit peu ensemble avant d'aller chacun manger les insectes qui étaient à disposition, puis de se retrouver avant d'aller se recoucher en se racontant ce qui s'était passé dans la nuit, et en se rappelant les bons moments, puis en se donnant rendez-vous pour le soir. Voilà. Et pour continuer un petit peu juste sur cette relation femelle-mâle, dans le monde, il faut savoir qu'il y a 1400 espèces de chauves-souris. Donc il y a encore vraiment beaucoup de choses à découvrir par rapport au niveau des espèces. Et puis moi j'ai travaillé au Kenya sur une petite espèce de chauve-souris qui s'appelle l'aviafron, la chauve-souris aux ailes d'or. Et en fait, elle a la particularité, donc c'est une espèce qui est grande comme le grand rhinolophe, mais elle a la particularité de vivre dans les acacias et non pas dans les grottes. Et surtout, pas en colonie, mais en couple. Et la femelle et le mâle sont extrêmement fidèles et restent ensemble toute l'année. Et même quand il y a le jeune, le mâle reste à côté de sa femelle pour éventuellement la protéger, ou on ne sait pas trop non plus. Et ce qui est chouette à voir, c'est quand le soir arrive, la femelle va déposer son petit sur une autre branche. Donc le mâle il est à côté, il tourne, et puis lui il commence à venir un peu titiller la femelle pour qu'elle vienne. Et puis à un moment, quand la femelle elle a fini de faire sa petite toilette, après avoir déposé son petit, ils partent tous les deux, et ils partent tous les deux en course-poursuite, et c'est juste trop beau à voir au crépuscule quand on voit ces chauves-souris, parce qu'elles ont vraiment les ailes en feuilles d'or,
Et donc on les voit longtemps là. Voilà. Et c'est un couple qui va défendre en fait un territoire de chasse qui fait 1 hectare. Voilà. Et à côté, il va y avoir un autre couple qui va faire pareil, etc. Donc ils se divisent le territoire comme ça. Et elles sont plutôt donc monogames et très fidèles. Voilà. On va peut-être passer à la signature. Eh bien, passons à la signature. Alors on peut continuer. Il y a une dernière question. Ouais. Oui, merci pour les belles images que vous nous avez permis de voir. En fait, moi j'ai 2 questions. Une pour compléter ce qu'on disait juste à l'instant. Je voulais savoir s'il y avait moins de mâles du coup que de femelles dans les colonies, puisqu'ils n'étaient pas forcément fidèles. Et puis ensuite, est-ce que les maisons sont classées en cas de changement de propriétaire? Voilà. Est-ce que c'est réglementé pour éviter justement, puisque c'est la dernière, enfin une des plus grosses Ouais. Alors oui, sur cette colonie-là, en fait, la propriétaire a accepté ou est en train d'accepter la signature d'une convention qui l'engagerait sur une 30aine d'années. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça serait presque, je crois, une première au niveau national. C'est Emmanuel Cosson là, qui me disait ça la dernière fois que je l'ai vu. Donc voilà, oui, il y a quelque chose qui se met en place avec, évidemment, c'est du volontariat de la part du propriétaire. Et c'est plutôt chouette quand ça se passe comme ça. Après, évidemment, la propriétaire, elle a vraiment un domaine et donc elle a la possibilité de faire ça. C'est vrai qu'une maison individuelle où les personnes sont déjà un petit peu à l'étroit, c'est déjà un peu plus difficile. Pour revenir à la fidélité des mâles, alors il faut savoir que, je crois que c'est une étude anglaise qui avait mis ça en évidence, c'est que les femelles grand rhinolophes, a priori, retrouvent chaque automne le même mâle que les automnes précédents. Donc voilà, c'est ce que j'avais lu une fois. Je ne sais pas si tu en sais un petit peu plus. Ouais, c'était une étude écossaise, c'était Ransom, qui avait mis ça en évidence. Et il avait même d'ailleurs un mâle qui avait tendance à venir régulièrement fricoter avec toutes les femelles qui étaient dans une colonie, et il le retrouvait toujours régulièrement tout au long de la saison. Donc en fait, en fonction des individus, ils ont tous un petit peu leur comportement, leur caractère, même au sein d'une grande espèce comme le grand rhinolophe. Pour le coup, chaque animal, vous pouvez en observer un, puis vous en observez un autre. Il y a bien sûr des similitudes propres à l'espèce, mais il n'empêche que chacun a un peu son petit caractère. Et ce mâle-là, il avait vraiment l'habitude de revenir régulièrement dans la colonie et puis de visiter les femelles les unes après les autres. Et donc, toujours les mêmes, année après année. Voilà. Mais en fait, on découvre encore plein de choses sur le sujet. Mais par contre, juste pour compléter la réponse, peut-être qu'il y avait aussi ça dans votre question. Ce qu'on sait, c'est que ce qu'on est en train de découvrir, notamment sur une espèce forestière comme le Murenbechstein, c'est que vraisemblablement, ce qui a l'air de se passer, c'est que, et on retrouve le même phénomène chez les hommes. En gros, une femelle fabrique, entre guillemets, quand je dis fabrique, c'est avec des guillemets bien sûr, elle donne naissance plutôt à un mâle en proportion dans la colonie quand tout va très bien. Ce mâle étant éjecté, et après il vit sa vie. Mais comme il y a peu de mortalité dans la population, que c'est des animaux qui peuvent vivre selon l'espèce 20, 30 ou plus de 40 ans, du coup, la place, tout le territoire est utilisé et il n'y a pas besoin de tant de renouvellement que ça. Donc en proportion, c'est plutôt des mâles qui sont fabriqués par la colonie. Par contre, en temps de crise, quand l'environnement commence à se dégrader, que du coup il y a beaucoup de mortalité, pourquoi pas qu'il y a une route à côté qui est très mortifère, bien là, en proportion, on a plus de fabrication de femelles au sein des colonies. Et ça, c'est un phénomène qu'on est en train de découvrir, qu'on est en train de fouiller, parce que c'est quand même assez incroyable de voir à quel point même, alors il y a probablement une réaction hormonale qui est liée à du stress ou quelque chose comme ça, qui enclenche plutôt la production de mâles ou la production de femelles. Mais donc, en termes d'avenir de la démographie de ces animaux, ça nous projette dans quelque chose qu'on a encore du mal à cerner pour bien comprendre quel est l'avenir de ces espèces, quoi. Donc, compte tenu des pressions qu'on peut exercer pour elles ou au contraire des efforts de conservation quand ils marchent. Merci. Merci à vous. Merci à vous.